de cette visite avec Yves Agbevivi. Un accident meurtrier qui a enlevé la vie à 48 personnes aux dernières nouvelles dans la collision d'un bus de 70 places en direction du nord et d'un Titan en direction opposée. On dénombre 19 Burkinabés, dont 17 décès et 2 blessés. Après une visite de compassion et de solidarité à Takpamé, visite effectuée par une délégation gouvernementale sur instruction du chef de l'État togolais, c'est au tour d'une délégation ministérielle burkinabé de se dépêcher dans la dite localité. La délégation a été accueillie par le préfet de Logou, Alagbe Bayedje. Pour le ministre délégué des Transports burkinabé, il y a lieu, au regard des constats sur le terrain, de rappeler aux conducteurs le respect des dispositions du code de la route. Au regard de telles images, on ne peut pas ne pas être sous le choc. Sous le choc tant les images indiquent la violence de la collision. Et à regarder des véhicules qui sont devenus des épaves, on sent dans quelles conditions, je ne dirais pas un drame, mais une véritable tragédie s'est produite. C'est une situation que nous ne pouvons que déplorer. Nous comptons sur tous nos conducteurs pour qu'ils puissent observer beaucoup de prudence dans la circulation, parce que quand nous regardons les faits, les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit, il y a eu quelque part un peu d'imprudence et malheureusement ça fait des drames dans les familles, aussi bien du côté du Togo que du Burkina. Vous me permettrez de présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées par cet accident tragique. Vous me permettrez aussi de remercier au nom du gouvernement du Burkina Faso et du peuple du Burkina Faso, le gouvernement et le peuple togolais pour le soutien, toutes les actions qui ont été menées pour que les victimes soient ensevelies décemment et pour le traitement adéquat de ceux qui ont été admis dans les centres de formation sanitaire. À l'occasion, la délégation a financièrement assisté les blessés hospitalisés dans les formations sanitaires du milieu. L'actualité ce jeudi, c'est l'interrogation que le monde éducatif togolais place quant aux grandes assises de l'éducation lancées par le chef de l'État déjà en 2013. Edem Soussoupo pour nous faire le point en tout cas de ce qui a été fait. D'organiser après les consultations d'usage. L'annonce d'organiser les grandes assises de l'éducation au Togo a été faite par le président de la République dans son message à la nation le 26 avril 2013 à l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Togo. En effet, face aux agitations récurrentes dans le secteur de l'éducation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, le chef de l'État avait proposé la tenue de grandes assises regroupant les acteurs et partenaires du système éducatif national afin d'analyser les problèmes récurrents de l'école. Et c'est dans cette logique qu'un comité de 3 membres a été créé en vue de préparer ces assises du secteur de l'éducation au Togo. Des consultations nationales se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national, des consultations suivies de l'élaboration des termes de référence de ces assises. Visiblement, les préparatifs ont connu une avancée significative. Seule préoccupation aujourd'hui, ces assises auront-elles lieu et à quel moment? Et justement, pour répondre à cette question, Aimé Abalo a reçu dans l'édition de 20h le ministre en charge de l'éducation primaire et secondaire. Pour plus de précisions, je vous propose de les suivre. Le ministre Edem Soussoupo a posé une question, ces assises auront-elles lieu et à quel moment? Oui, c'est la question que tout le monde se pose, compte tenu de l'importance que l'on attache justement à la parole du chef de l'État et compte tenu également de l'importance que l'on attache au système éducatif de manière générale. Au fait, ça tarde à arriver tout simplement parce que il y a quelques difficultés qui ont été constatées dans la mise en œuvre de la volonté du chef de l'État. Au début, on a voulu faire vite, aller vite, et cela nous a amené un peu à tout ce qu'on vient de montrer tantôt, à faire toute une préparation préalable. Mais seulement cette préparation devrait répondre à des préoccupations, j'allais dire, ponctuelles
alors que à l'analyse, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait plutôt aller en profondeur. Et donc, les grandes assises sont en cours de préparation. Elles auront lieu, mais il serait difficile aujourd'hui de dire tout de suite elles auront lieu à telle date. Un comité s'attelle depuis un bon moment à cela. Dès que le comité est prêt, je crois qu'on reviendra vers vous pour préciser le contenu et fixer les dates de la tenue de ces assises. Il y a eu des consultations au plan national, il y a eu même l'élaboration des termes de référence. Qu'est-ce qu'on en retient? Oui, la phase 1 qui était celle des consultations consistait essentiellement à demander, à poser la problématique auprès des échantillons qui ont été retenus, à poser la problématique de voir quels sont les problèmes et quelles sont les approches de solution. Et comme on vient de le décrire dans votre élément tantôt, l'accent était essentiellement mis sur des revendications sociales, sur les conditions de vie et sur les problèmes qui étaient apparents. Les problèmes au sein de notre département, au sein du secteur de l'éducation de manière générale, parce qu'il s'agit à la fois depuis le préscolaire jusqu'au niveau universitaire, donc en passant par l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc c'est un travail assez important et les problèmes qui apparaissent ne sont que le bout, le sommet de l'iceberg, et qu'il fallait donc creuser un peu plus en profondeur pour voir comment changer pratiquement tout le système. C'est vrai, une fois que les gens ont répondu, les échantillons ont répondu, elles ont répondu de manière, j'allais dire, événementielle, hein, parce que nous étions dans une autre situation. Et les interrogations se sont déroulées presque en chevauchement avec le calendrier politique des législatives dernières. Oui, oui. Donc là aussi, c'était aussi assez difficile lorsqu'on était à la fois en train de préparer, d'exécuter les législatives, au même moment de passer à l'organisation et à la tenue des assises. Il fallait donc marquer un petit arrêt et, comme je le dis, fouiller en profondeur de manière à aboutir à des réformes en profondeur. Oui, récemment, tout était prêt et puis il y a eu report. Quelles sont les raisons qui ont motivé ce dernier report? Bien, le dernier report est motivé tout simplement par le fait, comme je le disais tantôt, d'aller plus en profondeur. Vous savez, dans notre système éducatif de manière générale est régi par la réforme de 1975. Il y a de cela 39 ans. Et aujourd'hui, il est important que les problèmes qui se sont posés à ce moment-là et le déroulement de l'exécution de cette réforme jusqu'à présent nécessite qu'on puisse aller plus en profondeur de manière à déboucher non pas sur des solutions ponctuelles à des problèmes ponctuels, mais à une réforme totale, à une refonte de notre secteur et à déboucher sur une autre réforme, celle de peut-être la réforme de 2014 ou alors de 2015. Alors depuis l'annonce faite par le chef de l'État, il y a eu beaucoup de temps qui se sont écoulés. Est-ce que les objectifs maintenant seront encore les mêmes? Oui, j'allais dire d'abord oui et non. Oui, dans un premier temps, parce que la volonté politique manifestée par le chef de l'État reste toujours la même, oui, à savoir analyser les problèmes et leur apporter des solutions. Mais, comme je le disais, dans la méthode et dans l'aboutissement, j'allais dire non, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter des solutions ponctuelles, comme je le dis, mais d'aller un peu plus en profondeur pour sortir de ces grandes assises et déboucher sur une réforme de l'éducation qui remplacerait celle qui est en cours aujourd'hui, qui a 39 ans, presque 2 générations. Alors, Monsieur le ministre, peut-être un mot pour assurer les uns et les autres? Oui, un mot pour assurer les uns et les autres, c'est que le travail se poursuit. Il y a un comité technique qui est mis en place. Pour nous, il s'agit de répondre quel type de Togolais nous voulons de 2014 ou peut-être aussi dans les 30 ans à venir, parce que notre plan sectoriel de l'éducation a une vision jusqu'à 2025. Et donc, il faut tenir compte de tous les problèmes de l'adéquation formation-emploi. Donc, ça suppose qu'il faut revoir les programmes, revoir les problèmes d'accès, des problèmes de qualité. Et donc, si nous traînons, c'est tout simplement pour bien faire. Donc je demande encore un tout petit peu de patience aux uns et aux autres pour que nous puissions, et si quelqu'un a des suggestions à nous faire, il peut les verser au comité technique qui est encore chez nous. Donc un peu de patience, je crois que notre souhait c'est que assez rapidement on puisse arriver à ces grandes assises. Dernière question, Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut espérer que cette année se termine bien?
Oui, cette année, mon vœu le plus cher, c'est que cette année se termine bien. Notre vœu à tous les Togolais, c'est que nous ayons une année apaisée. Je voudrais donc saisir aussi cette occasion pour lancer un appel à tous les enseignants, qui, quelques-uns, font encore des revendications et des problèmes de remboursement des précomptes pour essayer de faire en sorte que l'année ne se termine pas bien. Mais tous les responsables de l'éducation, le ministre de l'enseignement technique et toutes les parties prenantes de notre secteur, le chef de l'État en tête, cherchent en sorte que nous puissions terminer l'année en beauté. Et je pense que nous allons y arriver. Merci, monsieur le ministre, et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Parlons développement à présent avec la clôture hier du séminaire sur la vision Togo 2030. Plusieurs recommandations ont été faites au cours de ces assises. Reportage Etonam Kokodoko, Prudence Kossi Zinsou. Les différents plans de développement élaborés dans plusieurs domaines pour faire du Togo un pays émergent seront désormais conçus à travers le projet Vision Togo 2030. Ce projet ambitionne de forger de manière participative une compréhension commune du développement du Togo dans les 15 années à venir. Cette vision partagée de l'avenir du Togo ne peut se traduire dans les faits sans la contribution des différents acteurs de la vie sociopolitique du pays, d'où la nécessité d'en faire un cadre de référence afin de mettre le Togo dans les rangs des pays émergents. C'est à cet exercice que je nous convie dans les jours et semaines à venir. Sur la base du cadre institutionnel de l'élaboration de la vision dont l'esquisse vous a été présentée, vous serez sollicité à divers titres, notamment dans le cadre des groupes de travail conçus à cet effet. Tout mon département ministériel sera à votre disposition afin de recueillir vos observations, initiatives et propositions, afin que nous puissions continuer et enrichir les échanges ici initiés. Les conclusions stimulantes des travaux de ces 2 jours nous interpellent tous. Je voudrais solennellement solliciter votre adhésion et votre participation pour la mise en œuvre des phases ultérieures. Votre soutien constituera pour nous un précieux actif pour la construction d'un Togo émergent basé sur les valeurs de solidarité et de citoyenneté. Les acteurs impliqués dans ce nouveau processus de développement devront se mobiliser autour d'un mode de travail pour répondre aux attentes de la population togolaise. La vision Togo 2030 prend en compte plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures, la justice, la politique, entre autres. Il est soutenu par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le PNUD. Maintenant à l'économie avec la séance d'information sur le guichet unique tenu ce jour par le ministère du Commerce au profit des opérateurs économiques et autres acteurs du port autonome de Lomé sur les différentes étapes à franchir pour bénéficier des services du guichet. Mathias Toublou. Les opérateurs économiques et les autres acteurs du secteur portuaire à l'école de la maîtrise du nouveau schéma devant gouverner désormais les procédures relatives aux différentes étapes du traitement d'une importation de conteneurs par le guichet unique portuaire. Lancé depuis quelques mois déjà, ce nouvel outil de travail demeure aujourd'hui incontournable dans la facilitation du commerce extérieur. Cette plateforme dématérialisée, accessible 24/24 par Internet et reliant entre eux tous les acteurs, opérateurs et usagers intervenant à quelque degré que ce soit dans les opérations du commerce international, quel que soit le type de transport, est une volonté du gouvernement togolais dans sa perpétuelle recherche de l'amélioration du climat des affaires au Togo. À travers le guichet unique, la réforme majeure requiert une présentation des procédures nouvelles et le trafic import qui concerne l'annonce de l'escale, l'annonce marchandises, procédure manifeste, le déchargement des marchandises, les amendements au manifeste, l'échange de connaissements, bons à délivrer commercial, les formalités de douane, bons à lever douane, l'émission du document de frais unique, le paiement du document de frais unique, l'autorisation de sortie, le contrôle de l'accès au port,
la sortie du terminal, la sortie effective du port. L'objectif de cette importante réunion d'information générale sur les procédures à l'import des conteneurs à travers le guichet unique est de vous mettre au courant des évolutions qui interviendront dans vos activités portuaires. Ce guichet unique qui sera bientôt opérationnel a plusieurs avantages, notamment la simplification des procédures et formalités pour l'entrée, la sortie ou le transit des marchandises, l'instauration d'un environnement favorable à la compétitivité des opérateurs économiques des places portuaires et surtout la réduction des coûts et délais de réalisation des opérations commerciales et logistiques. Direction Kara pour vivre le meeting tenu par le Bureau national de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Jean-Pierre Fabre et sa délégation ont appelé la population à se mobiliser autour des idéaux du parti pour le scrutin présidentiel à venir. Nestor Mouzou. L'Alliance nationale pour le changement veut occuper le terrain. À partir de février, le bureau national de l'ANC a entamé une nouvelle tournée pour rencontrer les militants à la base. Une manière de maintenir le contact régulier entre le sommet du parti et ceux qui défendent les intérêts de ce parti dans les différentes localités du pays. Pour sa première journée dans la région de la Kara, la délégation de l'ANC s'est rendue à Soudou et à Bafilo, dans la préfecture d'Assoli, et à Kouméa et Kara, dans celle de la Kosa. Le message véhiculé par la délégation tourne autour de la mobilisation. L'alternance va permettre la construction d'un état de droit et l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises. Nous insistons sur la nécessité du changement de l'alternance au Togo. Il est nécessaire que l'alternance survienne rapidement, surtout au cours des prochaines échéances électorales pour les locales et surtout la présidentielle de 2015. Les échanges se sont déroulés dans une ambiance bon enfant. D'autres localités de la région de la Kara sont au programme de la tournée de mobilisation du Bureau national de l'ANC. À l'étranger, en Algérie, on votait ce jeudi pour le compte des présidentielles. Abdelaziz Bouteflika, affaibli, a voté ce jour dans un fauteuil roulant et est même déclaré favori. La Pâque et les chrétiens dans le dernier virage avec aujourd'hui la célébration de la messe du jeudi saint. Hier, tous les prêtres de l'archidiocèse de Lomé étaient autour de leur père évêque pour célébrer la messe chrismale. On finit avec la 4e étape du 23e tour cycliste du Togo couru entre Sokode Chamba, Kambole Chamba, soit une distance de 120 km. Le Belge Mathieu Bouetz a été le victorieux de cette étape, mais le Burkinabé Amedou Yameogo garde toujours le maillot jaune. Des précisions avec Claude Amand. Un groupe de cyclistes belges, français, ivoiriens, maliens se détache avec des tentatives d'attaque que réussiront l'ivoirien Fofana Isiaka et le belge Mathieu Baitz. C'est en toute logique que les deux cyclistes remportent le premier point chaud de Colorado. Quelques mètres encore, et ils sont rattrapés par Bolodigi Ouattara, un autre ivoirien. Les trois roulent tout en guettant la moindre ouverture. Fofana Isiaka sera le plus rapide du second point chaud de Koussountou. Le rond-point de Kaboli contourné, le belge Mathieu Baitz reprend la tête de la course pour finalement la gagner en 3h63 minutes 59 secondes avec une vitesse moyenne de 38,48 km/h. Une 4e étape qui s'est déroulée sous le regard de Togocel, le parrain. Nous avons confirmé notre place de leader en choisissant déjà, comme vous le savez, le maillot jaune, qui est le maillot du leader, le maillot du numéro 1. Et au-delà de cela, nous avons une autre motivation, c'est déjà le service de proximité. Le fait d'être présent sur toute l'étendue du territoire national nous permet d'être cohérents avec un événement comme celui-là, qui est en fait un sport de proximité. Le tour cycliste, c'est un sport de proximité et nous avons tenu à être présents.
La BTCI, la Banque du Tour, reste aussi présente. L'acquisition du produit Mastercard, que nous allons encore véhiculer tout de suite, et la promotion qui est faite sur la carte prépayée Visa. Yamaha la moto de l'ardoisier n'était pas du reste. C'est notre nouveau modèle XTZ125 qui a servi cette année la moto qui a transporté l'ardoisier du Tour. Le maillot Bolloré Africa Logistique Togo est revenu au Belge Mathieu Betts. Le maillot Yamaha à Isiaka Fofana de la Côte d'Ivoire. Le maillot XXL à Ouattara Bolodigi de la Côte d'Ivoire. Le maillot Togoport au même Ouattara Bolodigi. Le maillot Eiffage Travaux Publics au Burkinabé Bamogo Sédou. Le maillot Castelbir à Comté Bachirou de la Côte d'Ivoire. Et le maillot du leader, maillot Togocel, toujours sur les épaules du Burkinabé Yamego Amidou. Au niveau des écharpes, on peut citer les écharpes Calvé, Trans-Allemand et Bic. Demain sera courue la 5e étape Tchamba-Sotoubois. Et voilà, c'est tout pour cette édition de nuit. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Passez une excellente nuit sur la télévision togolaise. À la une de cette édition de nuit, le Togo et le Bénin déterminés à conduire à bout le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Agarala. En témoigne la visite du président Faure Gnassingbé au Bénin. Les présidentielles en Algérie, le président sortant Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie, est déclaré favori. Et enfin, les chrétiens catholiques s'acheminent tout doucement vers la Pâque qui annonce la résurrection du Christ Sauveur.